On court, on parle, on commente, on réagit, on s'indigne, mais on oublie parfois d'habiter sa propre vie. Trop de paroles brûlent les liens. Trop peu de paroles laissent parfois la vérité mourir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà encore pour un nouveau podcast de Mots en partage intitulé L'école du silence et de la beauté. Je voudrais partager une chose assez simple en apparence, mais profonde dans ses conséquences. La beauté que l'on offre, les silences que l'on observe, et l'école que l'on rêve encore capable de sauver quelque chose de l'homme. Il existe une beauté qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas celle des vitrines, des écrans, des filtres numériques ou des images fabriquées pour séduire. C'est une beauté plus discrète, une parole juste, un geste doux, une classe bien tenue, un regard attentif, un silence respecté. Cette beauté-là n'est pas une décoration du monde. Elle est une manière de résister à son effritement. Car ce qui abîme les êtres, ce n'est pas seulement la pauvreté, la difficulté ou le manque. C'est aussi la banalité répétée, l'agitation sans profondeur, la productivité sans âme. Cette manière moderne de vivre vite sans savoir vers quoi l'on va. On court, on parle, on commente, on réagit, on s'indigne, mais on oublie parfois d'habiter sa propre vie. L'école, si elle mérite encore ce nom, ne devrait pas être seulement un lieu où l'on distribue des connaissances comme on empile des cartons dans un entrepôt. Elle devrait être un lieu où l'enfant apprend à devenir humain. Bien sûr, il faut apprendre à lire, à compter, à écrire correctement, à comprendre le monde. Mais il faut aussi apprendre à se tenir debout intérieurement. Il faut apprendre à écouter, à admirer, à nommer ce que l'on ressent, à distinguer les vrais bruits, la profondeur du spectacle, la parole utile du bavardage. Une école véritable ne fabrique pas seulement des élèves compétents, elle forme des êtres habités. Elle devrait donner à l'enfant une double lunette, celle de la connaissance et celle de la présence. Connaître le monde, oui, mais aussi savoir s'y tenir avec grâce. Apprendre les mathématiques, oui, mais ne pas perdre le goût du silence. Apprendre la syntaxe, oui, mais ne pas oublier la poésie. Apprendre les sciences, oui, mais sans devenir étranger à la terre, aux anciens, aux récits, aux chants, aux gestes, aux langues maternelles, à tout ce qui donne à un peuple sa profondeur.
C'est pour cela que l'école africaine doit repenser sa vocation. Elle n'a pas à être le simple duplicata d'un modèle venu d'ailleurs, souvent fatigué lui-même par ses propres contradictions. Elle n'a pas à réduire l'éducation à une compétition des diplômes, des classements, des performances et des certificats. L'Afrique a le droit et peut-être le devoir de proposer une autre école. Une école qui élève sans déraciner, qui éclaire sans éblouir, qui transmet sans coloniser l'imaginaire. Une école africaine digne de ce nom devrait apprendre à l'enfant non seulement son futur métier, mais aussi sa place dans le monde. Elle devrait lui dire, tu n'es pas seulement un futur employé, un futur technicien, un futur fonctionnaire, un futur entrepreneur. Tu es d'abord un être humain relié aux autres, à une mémoire, à une terre, à une langue, à une histoire, à une communauté des vivants. Et dans cette école, l'esthétique devrait retrouver sa place. Car on croit parfois que la beauté est un luxe, que les arts sont secondaires, que la poésie vient après les choses sérieuses. C'est une erreur. La danse enseigne la maîtrise du corps. Le chant accorde l'individu au groupe. Le conte transmet une sagesse que les tableaux statistiques ne savent pas contenir. Le proverbe apprend la nuance, le silence entre deux notes enseigne la patience. La calligraphie, le rythme, le geste bien fait, la parole bien posée, tout cela éduque autant que les manuels. Une école qui méprise la beauté produit des techniciens sans vision, des consommateurs sans discernement, parfois même des militants sans imaginaire. Elle forme des cerveaux, mais oublie les consciences. Et lorsque l'école ne transmet plus la grâce d'un geste, la précision d'une parole, la force d'un silence, d'autres maîtres prennent la place. Les écrans, les slogans, les rumeurs, les clips, les modes passagères. Alors, il faut rappeler une chose simple. La beauté peut être une pédagogie de la dignité. Mais cette pédagogie exige aussi le silence. Ah, le silence. Dans notre époque, il est presque devenu suspect. Ne rien dire, c'est inquiéter. On vous demande, pourquoi tu ne parles pas? Tu n'as rien à dire? Comme si le silence était toujours un vide, une absence, une faiblesse. Pourtant, le silence peut être une forme supérieure de présence. Il peut être l'espace où la pensée respire avant de devenir parole. Nous vivons dans un monde qui commente tout. Chaque événement appelle une réaction immédiate. Chaque image réclame un avis. Chaque bruit devient débat. On confond vitesse et intelligence, volume sonore et profondeur, visibilité et vérité. Pourtant, celui qui sait se taire possède parfois une pensée plus riche que celui qui crie son opinion à travers tous les haut-parleurs de l'époque. Le silence n'est pas une fuite. Il est peut-être une résistance douce, élégante, ironique même,
face au grand marché du bavardage. Parfois, la sagesse consiste simplement à ne pas ajouter du bruit au bruit, à laisser passer la tempête de paroles inutiles, à attendre que le monde se fatigue de lui-même pour dire enfin une phrase juste. Dans la sagesse africaine, la parole est précieuse. Elle ne se jette pas comme une pierre. Elle se pèse comme le grain de mil avant une fête. Trop de paroles brûlent les liens. Trop peu de paroles laissent parfois la vérité mourir. Tout est dans le dosage. Le silence, comme le sel dans une soupe, demande mesure, patience et intelligence.